Bonsoir à tous. La PEB, la performance énergétique des bâtiments, c'est devenu le Graal pour ceux qui souhaitent acheter ou louer un logement. Un bon indice est souvent un critère décisif. Mais est-il vraiment pertinent cet indice? Un collectif souligne aujourd'hui les limites de ce tout à la PEB. On va tenter de comprendre pourquoi dans cette émission avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Julien Etienne, bonsoir. Vous êtes architecte et puis j'ai le plaisir de recevoir aussi Didier Van der Heyden, bonsoir. Vous êtes aussi architecte et certificateur PEB. Alors, quand on lit votre carte blanche, vous n'y allez pas de main morte avec la PEB. Vous dites elle manque les cibles tant écologiques que sociales, elle abîme l'économie et le paysage. Vous voulez dire quoi par là ? Je pense que ce qu'on veut dire, c'est essentiellement que la PEB est incomplète d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pertinent pour identifier les qualités d'un bâtiment, mais ça doit prendre place dans un système beaucoup plus large qui actuellement est un petit peu mis sur le côté ou pas suffisamment mis en avant. Ouais, et donc voilà, c'est un appel que vous avez voulu lancer. Alors pourquoi le lancer maintenant? Vous avez l'impression que ce critère prend trop d'importance aujourd'hui? Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir que le certificat PEB, si on en parle maintenant, ça a été lancé comme un outil de comparaison entre deux logements, par exemple. Maintenant, c'est devenu aussi un outil qui permet d'avoir un prêt ou pas, bientôt sans doute des amendes si on ne respecte pas une certaine classe énergétique. C'est devenu un outil qui n'est plus fait pour la fonction qu'il occupe actuellement. Oui, alors on connaît tous les PEB et l'importance effectivement de ces performances pour une décision d'acquérir un logement. Alors il y a quelque temps, on avait fait un reportage pour savoir comment finalement on réalise cette performance énergétique des bâtiments. Regardez-le, ce reportage. Dès l'arrivée, le regard du certificateur se porte sur plusieurs éléments, anodins pour certains, mais pas pour lui. Idem à l'intérieur, où l'épaisseur des murs est notamment vérifiée. Je mesure l'épaisseur totale, qui est de 47 cm. C'est bon 47 cm? Étant donné qu'ici on est en pierre, c'est une pierre de parement, ça reste du mur de type 1. Ce qui fait que c'est le mur le plus pénalisant, on va dire, au niveau du certificat PEB. Suivent les volumes, les châssis évidemment, les vannes de radiateurs ou la présence éventuelle d'un thermostat d'ambiance qui évitera de chauffer en continu. On va essayer de comprendre comment maintenir cette enveloppe à 18 degrés théorique toute l'année, suivant les différentes technologies qui sont mises en place et suivant la nature de l'enveloppe même, c'est-à-dire les murs, la manière de chauffer, la manière de produire l'eau chaude sanitaire, est-ce qu'il y a du photovoltaïque? La visite se poursuit à la cave avec notamment l'inspection de la chaudière commune à l'immeuble. Ensuite, tout est encodé et analysé par le prisme des normes régionales. C'est l'Europe qui a demandé à chaque pays d'effectuer ce genre de certification pour avoir une vue globale de là où on en est. Bruxelles a décidé d'utiliser des paliers différents que les autres régions, de manière à être un peu plus exemplaire. Exemplaire dans l'exigence, et ça se voit dans les chiffres, moins de 1% des habitations bruxelloises sont en catégorie A, 5,5% en B et un peu moins de 11% en C. Les catégories F et G représentent ensemble près de 45% des logements de la capitale, des passoires énergétiques selon les pouvoirs publics qui veulent les voir disparaître d'ici 2033. Voilà, donc des certificats PEB qui sont donc très importants, on l'a compris pour certains. Premier problème déjà, c'est que les critères sont différents entre régions. C'est difficile à comprendre ça pour le particulier. Oui, donc là on parle de nouveau du certificat PEB et c'est vrai que les labels A, B, C, D changent en fonction de la Flandre, la Wallonie, Bruxelles. La façon par contre de comparer un certificat PEB de façon identique sur les trois régions, c'est de prendre le nombre de kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré par an, qui lui est un chiffre
qui sort d'une méthode de certification qui normalement est relativement identique, qui permet de comparer du coup un bien qui se trouve en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles. Oui, alors pour vous, quand on achète un logement, c'est vrai que ça a de l'importance, mais il ne faut pas regarder que ça, c'est ça que vous dites aujourd'hui ? Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas que le certificat PEB, il y a aussi est-ce que ce bâtiment est aux normes électriques, par exemple, normes gaz, est-ce qu'il y a un inventaire de l'amiante. Tous ces indicateurs font partie aussi de on va dire, une carte d'identité d'un bâtiment. Et on essaie de voir l'entièreté des indicateurs. Oui, et vous dites aux gens, ne vous focalisez pas uniquement sur ce certificat PEB. C'est-à-dire que c'est une partie du problème. En réalité, on va nous donner effectivement une information qui peut être pertinente pour peu que le certificat PEB soit correctement fait, ce qui est encore un autre débat, mais partons du principe que c'est le cas. Tout reste encore à faire une fois qu'on a un label. Je veux dire, après, il y a des usages à l'intérieur de ce bâtiment qui ont lieu ou qui n'ont pas lieu et qui font que la consommation est effectivement basse ou au contraire plus élevée. Et ça, pour nous, c'est très important parce que plusieurs études montrent que les consommations réelles ne sont pas toujours couplées aux consommations théoriques. Oui, ça, on va avoir l'occasion d'y revenir dans un instant, mais on va l'entendre, c'est encore un critère qui est très important dans la décision d'acheter ou de louer un bien, même si aujourd'hui les prix de l'énergie ne sont pas aussi importants. Quand le gaz est de nouveau redescendu très fort, on sentait que c'était moins présent dans les préoccupations des gens. Ils étaient dans l'immédiat, ils disaient si je paye 50 € de plus de charges, pas grave, je ne vais pas dépenser 100 000 € de plus pour avoir un bâtiment. Par contre, que ce soit dans le bureau ou dans le neuf, le PEB est vraiment quelque chose de déterminant. Au niveau des locataires, ils disent il me faut un PEB B parce que je veux pas dépenser en charge. La probabilité que les prix de l'énergie continuent de grimper est quand même plus élevée. Donc ça, c'est probablement pour ça que ça reste quand même un élément où les gens se demandent tiens, est-ce que les occupants et pour les investisseurs. Voilà, parce que... tout à fait. Hein, donc ça reste quand même un élément de discussion et peut-être, j'aurais presque tendance à dire, pas suffisamment au regard de ce qui nous attend dans les prochaines années. Oui, alors ce que vous dites également dans cette carte blanche, c'est que ce PEB n'est pas toujours pertinent pour faire baisser la consommation. Vous entendez quoi par là ? Donc c'est ce qu'on disait un petit peu à l'instant, c'est-à-dire que c'est une partie du problème. On définit la qualité du bâtiment, mais on ne définit pas le fait que je vais ou pas ouvrir les vannes dans mon bâtiment. En fait, c'est un des points aussi qu'on essaie de dire, c'est que le bâtiment lui-même ne consomme pas d'énergie en réalité. Ce qu'il consomme, c'est à l'intérieur. Je mets à l'intérieur, oui, j'ouvre les vannes, non, je les ferme. À quelle température est-ce que je mets le thermostat? Donc il y a encore toute une activité à l'intérieur du bâtiment qui va définir la façon dont l'énergie est dépensée. Et effectivement, elle dépend de la qualité physique de la construction, mais ça ne se résume pas à cette qualité physique. Et donc c'est pour ça qu'on nous... Oui, ce que vous dites, c'est qu'on peut avoir un très bon PEB et malgré tout avoir des consommations importantes. Ça dépend effectivement de son attitude par rapport au chauffage. Ça fait partie de l'usage du bâtiment. Donc c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, un bâtiment, une fois construit, ne consomme rien, c'est vraiment l'usage qu'on en fait qui va consommer. Et donc la performance énergétique du bâtiment, on pourrait aussi l'appeler le potentiel énergétique d'un bâtiment, puisque tout seul, il ne consomme rien. Ouais, et donc vous faites dans votre carte blanche, vous faites une comparaison d'un ménage de 2 personnes ou de 5 ou 6 personnes, suivant l'habitation où ils habitent, ils ont les mêmes consommations alors que le certificat PEB est différent. Est-ce que vous pouvez expliquer très précisément cet exemple pour que les téléspectateurs comprennent? Oui, donc pour nous effectivement il y a une question sociale aussi qui est dans l'indicateur qui est employé, donc qui est ce kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an, qui en fait est une unité qui est indépendante de la taille d'un logement, qui est donc indépendante de l'énergie totale consommée, qui est aussi évidemment indépendante des consommations réelles, comme on vient de le dire. Mais donc le fait que ce soit indépendant de la taille du logement et de la quantité totale d'énergie, ça veut dire effectivement que, en fait, on ne met pas vraiment un œil sur la quantité totale d'énergie qui est dépensée. On met un œil sur la quantité d'énergie dépensée par mètre carré. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une très grande maison bien isolée qui dépenserait beaucoup,
pour une seule personne ou pour 2 personnes. Un appartement qui est plus petit, qui est occupé de façon beaucoup plus dense, mais qui serait moins bien isolé. Au fond, pour les 4 ou 5 personnes qui sont dans l'appartement, dans le logement en question, eh bien, la quantité dépensée d'énergie par tête, finalement, pourrait être identique. Et donc, il y a aussi une question sociale, en fait, derrière l'unité qui est employée. Oui, mais est-ce que vous voulez dire qu'il ne faut pas, finalement, faire de rénovation énergétique ou c'est uniquement ce modèle PEB que vous remettez en cause? Donc, on ne remet pas en cause la nécessité de rénover une partie du bâti, mais peut-être d'aller plus dans la nuance, de voir est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se concentrer sur l'isolation des toitures, on sait que c'est la plus grosse dépense, remplacer les chaudières quand elles sont plus efficaces, être plus ciblé en fait, quelque part. Ouais. Et selon vous, ces PEB F et G, où il y aura des amendes en 2033 s'ils n'ont pas fait l'objet de rénovation, c'est un système qu'il faudrait revoir, ça? Je pense que donc on pense que la loi sur la PEB est un moyen au service d'une fin qui est la réduction des consommations d'énergie. Et donc dans ce cadre-là, il faut pouvoir mettre le focus aussi sur les consommations réelles. Et c'est un focus qui n'est pas mis du tout actuellement dans le cadre tel qu'il est là. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des indicateurs qui vous certifient que ces isolations de bâtiments n'entraînent pas forcément une diminution de la consommation? Il est évident que si on isole une toiture, on va baisser la consommation. Ça, c'est tout à fait sûr. Maintenant, il y a des travaux qui sont moins pertinents que d'autres. Moi, je pense que, par exemple, quand on regarde l'isolation des façades et des murs, voilà, c'est quelque chose avec lequel il faut sans doute aller avec plus de prudence. C'est aussi des techniques qui ne sont pas non plus si anciennes que ça. Sur du bâti existant, de commencer à isoler, ça arrive qu'on ait des soucis au niveau des murs particulièrement. Donc voilà, se concentrer sur les toitures, sur les chaudières, c'est très bien. Et être dans l'accompagnement. Je pense aussi, surtout, il faut être dans l'accompagnement pour réduire les dépenses d'énergie. C'est important aussi de pouvoir aller auprès des personnes et voir ce qui peut être fait sans passer par des travaux, en fait. Donc, la question des vannes thermostatiques, des thermostats, c'est des choses qu'il faut savoir employer correctement, qui ne coûtent pas cher, mais qui donnent des gains immédiats pratiquement. Ouais, vous avez l'impression qu'on est trop jusqu'au-boutiste dans cette volonté de rénover les bâtiments pour qu'ils soient plus efficaces en termes de consommation d'énergie? Oui, je rejoins Julien, c'est qu'on confond peut-être le but et les moyens d'y arriver. Le but n'est pas d'isoler, c'est un moyen pour avoir un meilleur confort thermique. Je pense que c'est un peu trop intensif, cette volonté de rénover à tout prix, et ça peut entraîner des dommages au bâtiment. Ça coûte très cher, en ressources aussi, puisqu'on ne parle jamais d'énergie grise non plus. Par exemple, un bâtiment de classe A, généralement c'est un bâtiment assez neuf, il a consommé beaucoup plus d'énergie, on va dire, qu'un bâtiment G existant depuis 100 ans. En fait, lui, il ne consomme plus depuis longtemps. Oui. Alors cette PEB, donc cette performance énergétique de bâtiment, elle est aussi remise en cause, ou en tout cas mise en débat par les initiateurs de l'opération Slow Heat. Cette opération, on a reçu ici 2 des protagonistes de cette opération, qui consiste à chauffer les corps plutôt que les bâtiments. Et eux aussi ont une lecture critique sur cette question du PEB. Écoutez-le. Il y a toute une série de logements qui sont des passoires et qui sont insalubres et qui posent des vrais problèmes de santé publique. Et ceux-là, il faut absolument les sortir du marché, ou en tout cas les pousser à leur rénovation énergétique. Et ça, c'est indiscutable. Maintenant, il y a l'espèce d'entre-deux, les logements un peu performants, déjà un peu isolés. Est-ce qu'on va encore investir 100 000, 150 000 euros pour faire un upgrade, alors que l'on ne consomme rien par son usage? Là, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais les 15 degrés en moyenne qu'on maintient chez nous, il faut quand même qu'ils viennent de quelque part, et autant que ce soit de la performance du bâtiment plutôt qu'une installation de chauffage. Oui, voilà, c'est un peu ce que vous dites également. Il y a des lieux essentiels, je pense que tout est là en fait. Ouais. Et donc par rapport à ça, parce que finalement, toutes les campagnes d'amélioration énergétique de la région, elles se basent sur la PEB, vous pensez qu'on fait un peu fausse route dans ce domaine ? Il faut élargir l'arsenal qu'on emploie dans cette bataille contre les dépenses énergétiques. Je pense que c'est ça le message qu'on essaye de porter. Oui. Et quels critères faudrait parce que là, pour l'instant, la PEB existe. Vous dites qu'elle est imparfaite. Quels critères faut-il ajouter finalement ?
Alors, il y a peut-être, on concentre beaucoup sur l'isolation, mais on parle assez peu de l'importance de ventiler si on a isolé. Ça peut poser de problèmes de salubrité. Il faut aussi qu'on mesure ces consommations. En fait, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'outils de mesure précis. On n'a pas, on introduit une mesure énergétique avec le certificat, mais il faut qu'on sache ce qu'on consomme effectivement pour savoir si ces mesures sont efficaces. Ouais, et donc vous pensez que vous, quand finalement on fait réaliser une PEB pour vendre un bâtiment, il faudra indiquer, ben voilà, la personne qui l'a occupé a consommé autant, donc ce bâtiment a beau avoir une performance G, vous pourrez vivre dedans sans consommer trop. C'est vers ça qu'il faut aller, selon vous? Ça peut être un indice intéressant. Je ne pense pas qu'il faut supprimer le certificat PEB. C'est quelque chose qui reste intéressant pour les candidats à l'achat ou à la location. Après, il y a un tas de choses qui seraient intéressantes à donner à la vente. Je pense que le PV de conformité électrique, comme c'est le cas maintenant, c'est important. L'inventaire amiante, pour le moment, ce n'est pas exigé en région bruxelloise. Je pense que c'est aussi essentiel si on se préoccupe à tant soit peu de la santé des habitants. Donc voilà, peut-être essayer d'avoir une vision plus large, effectivement, sur ce dont un bâtiment a besoin pour être de qualité et être confortable, en fait. Oui, alors vous parlez d'effet rebond en disant que finalement parfois on rénove le bâtiment mais on continue à consommer autant d'énergie. Ça a suscité une réaction du ministre de l'Environnement, Alain Marron. C'était aujourd'hui dans le soir. Je vous propose de découvrir sa réponse à votre interpellation. Il n'existe pas d'effet rebond, dit-il, à l'échelle macro à Bruxelles. La consommation d'énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre liées au bâti sont en chute importante ces dernières années, à savoir moins 41% entre 2005 et 2022. C'est notamment, dit-il, le résultat des politiques PEB, notamment le résultat des politiques PEB. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec lui. C'est sans doute en partie dû à l'isolation du parc existant. Je pense qu'il y a beaucoup dans le notamment qui est mis dans la phrase ici. Il y a sans doute plusieurs facteurs qui ont joué là-dedans. On a vu que les prix de l'énergie aussi ont beaucoup joué un rôle là-dedans. Ce qu'on constate aussi quand même dans la baisse des consommations d'énergie, c'est que la courbe n'est pas, c'est pas une ligne droite qui descend ou qui va en s'accélérant. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt quelque chose qui descend moins vite ces dernières années, me semble-t-il. Oui, alors Alain Marron annonce également qu'il y a une révision des critères de la performance énergétique des bâtiments. Apparemment, la région semble consciente de certaines faiblesses de ces certificats. Donc le but, c'est pour l'instant affirmé, c'est que en 2043, dans les années 2046 peut-être, on atteigne en moyenne à Bruxelles, que tout le monde soit en moins au C, c'est moins, donc 150 kWh par mètre carré par an. Est-ce que c'est atteignable? Ça implique une rénovation énorme du bâti, sans compter que certains bâtiments qui ont été rénovés il y a quelques années seront peut-être plus aux normes. Il faudra réisoler. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets pétrochimiques, par exemple, d'une isolation en frigolite? Est-ce qu'il faut refaire l'isolation en reconsommant des ressources? Nous, ce qu'on veut, c'est une diminution solidaire des ressources et de l'énergie de façon collective, en fait. Et vous avez l'impression que cet objectif que l'on veut atteindre, il est inatteignable, pensez-vous? C'est une question d'optimisme, mais effectivement, ça nous paraît quand même beaucoup de travaux à faire dans un laps de temps qui n'est pas si long que ça. Ça implique de tripler le taux de rénovation actuel. Je ne sais pas si on en est là. On a déjà assez de mal à trouver des entrepreneurs avec des corps de métier qui sont qualitatifs et qui peuvent faire des travaux de qualité, parce que c'est aussi un enjeu sur lequel la PEB reste un petit peu silencieuse. L'important, c'est la couche d'isolant que vous mettez sur la maison. Si c'est bien fait, si c'est mal fait, si c'est avec des matériaux qui sont safe et qui ne prêtent pas trop de dommages à l'environnement, tout ça n'est pas pris en compte dans la PEB actuelle. Donc il y a aussi une part qui est laissée dans l'ombre par la PEB. Ouais, vous avez l'impression aussi qu'au niveau ressources en entreprise, on n'aura pas assez de ressources ni d'entreprises pour réaliser ces travaux qui sont très importants. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ressources aussi de main-d'œuvre qui sont prises par la construction neuve, qui doit de toute façon respecter des classes énergétiques très strictes. Donc est-ce qu'on aura la bonne main-d'œuvre qualifiée?
J'ai l'impression que maintenant on va très vite et souvent on fait des travaux pas trop chers aussi. Et s'il faut les refaire dans 10 ans, c'est quand même assez dommage. Ouais, et puis il y a aussi l'aspect du bâtiment bruxellois. Hein. Il y a beaucoup de façades, il y a énormément d'anciens bâtiments avec des façades qui ont parfois des éléments de décoration remarquables, compliqués aussi à faire ces travaux de rénovation énergétique. Ouais. Oui, en effet. Non, je pense que donner le A, le B ou le C, qui sont des labels énergétiques, comme but en soi, on n'y est pas. Ça ne peut pas être l'idée principale. Je pense qu'il faut effectivement voir les choses plus globalement, y compris au niveau de la qualité des façades et des rues et des paysages bruxellois qu'on a pour le moment. Alors là, vous avez publié cette carte blanche. Vous en attendez quoi aujourd'hui ? Alors la question, c'est le sous-titre, c'est « Ouvrons le débat », qu'on puisse discuter sereinement et sans tabou de ce sujet, et qu'on remette la politique PEB à sa place. C'est un des moyens, et le but final, c'est de consommer moins de ressources ou d'énergie. Et donc, est-ce que ce moyen est suffisant ou est-ce qu'il faut le modifier ? En fait, c'est une discussion ouverte. C'est pour ça qu'on est un collectif citoyen, certes des professionnels de la construction, mais on a voulu que ça reste en tant que citoyen, en dehors de nos heures. Ouais, et l'idée, c'est que ça fasse un débat au niveau politique et que les formateurs du nouveau gouvernement s'en saisissent pour finalement améliorer le texte et la prise en compte de ces éléments. Ce serait certainement quelque chose qui pourrait compter, effectivement. Maintenant, nous, notre calendrier n'est peut-être pas tout à fait bien par rapport à celui de la formation d'un gouvernement bruxellois. On espérera qu'il arrive le plus tôt possible. Nous, certainement, c'est de nourrir le débat avec des propositions, oui. Ouais, et donc, c'est un modèle à casser, selon vous, ou juste à améliorer ? C'est un modèle à compléter, sans doute. Oui, c'est un modèle à compléter et peut-être revoir les ambitions qu'on a sur la PEB et le compléter par d'autres ambitions qui sont peut-être un petit peu trop dans l'ombre pour le moment. Oui, parce que quand on connaît le déficit de la région bruxelloise et quand il y a des incertitudes aussi sur la possibilité de poursuivre ces primes à la rénovation, il y en a certains qui vont trouver vos propositions très séduisantes, puisque vous dites, vous, on ne doit pas forcément beaucoup dépenser pour se sentir à l'aise en fait dans un logement. Oui, donc c'est pas vraiment ça que je veux dire. Effectivement, les primes coûtent beaucoup d'argent aux contribuables pour des rénovations qui ne sont pas forcément toujours adéquates ou bien faites. Ça, c'est un des problèmes. Je ne dis pas qu'il faut moins dépenser, il faut dépenser peut-être plus ciblé, par exemple dans l'accompagnement, dans le jus de cerveau, en fait, pour arriver avec des changements peut-être de pratique, de l'éducation, de la sensibilisation. En fait, en parallèle à certains travaux, déjà réduire juste par les comportements, en fait. Ouais, et donc vous êtes à un peu plus de 1000 signatures. Quel est l'objectif finalement au bout du compte ? L'objectif, ce n'est pas un nombre de signatures. L'objectif, je pense que c'est vraiment d'atteindre des réformes petit à petit qui sont en cours. Hein. Bruxelles Environnement n'est pas sourd non plus. Ils voient très bien ce qui est en problème ici et donc ils travaillent aussi de leur côté pour améliorer. Donc on a espoir qu'il y ait des choses qui changent, certainement, oui. Oui, c'était l'idée. Est-ce que vous vous attendiez finalement à un tel retentissement, puisque petit à petit, finalement, vos réflexions prennent de plus en plus de place dans le débat ? Non, on voit ça au fur et à mesure de nos travaux. Donc on a commencé il y a un peu plus d'1 an. Et donc effectivement, ça fait plaisir de voir que notre souci est partagé en réalité. Très bien, merci en tout cas d'avoir été des nôtres ce soir et vous trouverez très facilement cette carte blanche via les moteurs de recherche, on la retrouve très facilement. Merci d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.